Salam Khawté, futur médecin, j'espère que vous allez bien. Lorsqu'on voit quelqu'un qui a marché sur un clou rouillé, par exemple, on lui demande s'il est vacciné contre le tétanos, car cette maladie est très grave, voire mortelle. D'où l'intérêt de savoir qu'est-ce que le tétanos, comment on peut l'attraper et quels sont ses symptômes. On va voir tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Et avant de commencer, قولوا اللهم انفعنا بما علمتنا وانفع بنا الناس و let's go. L'agent causal de cette maladie est un bacille gram-positif mobile. Je vais vous donner ma propre astuce pour mémoriser les différentes infos que vous devez savoir sur cette bactérie. Vous allez écrire le mot tétanos. À partir de T, vous retirez 4 mots. Tétanie, tellurique, tétanolysine et tétanospasmine. À partir de A, vous écrivez anaérobie. À partir de N, vous écrivez non immunisant, non invasif, non contagieux. Et le S pour sport. Prenons ces mots un par un. Le premier mot, tétanie. Tétanie, c'est par rapport à l'agent causal de cette maladie qui s'appelle le Clostridium tétani. Passons au deuxième mot, tellurique. Tellurique, ça veut dire que cette bactérie est largement répandue dans les sols. Mais on peut la trouver également dans la déjection animale, dans les intestins des animaux herbivores et omnivores, et dans différents milieux organiques. Ce qui fait que cette bactérie est ubiquitaire. Le troisième mot, tétanolysine, c'est une enzyme qui va localement créer de la nécrose et donc favoriser le développement de cette bactérie. Quatrième mot, tétanospasmine, c'est une toxine produite par cette bactérie et c'est une des toxines les plus puissantes. C'est elle qui va créer tous les problèmes par la suite. Une petite quantité de cette toxine sera largement suffisante pour créer ces problèmes. Cinquième mot, anaérobie. C'est une bactérie anaérobie stricte, c'est-à-dire elle nécessite des conditions d'anaérobiose et un milieu pauvre au dépourvu en oxygène pour se proliférer et pour exprimer sa virulence en produisant la tétanospasmine. Du coup, cette bactérie trouve un terrain favorable au niveau des plaies avec tissu ischémié et nécrosé. Et quand je dis ischémié et nécrosé, ceci veut dire que la région indée est bien moins alimentée en oxygène, ce qui constitue un milieu favorable pour le développement de Clostridium tétani. Le sixième mot, non immunisant. Le tétanos est une maladie non immunisante, c'est-à-dire que vous pouvez l'attraper plusieurs fois sans développer une défense immunitaire spécifique contre cette bactérie. Septième mot, non invasif, c'est-à-dire que ce germe ne va pas envahir les tissus et qu'il ne va pas disséminer dans l'organisme. Cette bactérie reste sur la plaie, mais ce qui va entrer dans l'organisme, c'est la toxine, dite tétanospasmine. Pour ça, on dit que le tétanos est une toxi-infection, c'est-à-dire que la toxine qui sera responsable des problèmes et non pas la bactérie. Donc le problème, c'est pas la bactérie, c'est ce qu'elle produit. Huitième mot, les spores. Cette bactérie a la capacité de sporuler, c'est-à-dire produire des spores. Ces spores sont très résistants en milieu extérieur et persistent plusieurs mois, plusieurs années dans le sol. La germination de ces spores nécessite les conditions d'anaérobiose. La germination de la forme sporulée
va donner la forme végétative qui sera responsable de la maladie. Donc la forme infestante est la forme végétative et non pas la forme sporulée. Donc, forme sporulée, c'est une forme de résistance. La forme végétative, c'est une forme infestante. Maintenant, en ce qui concerne la physiopathe. Les conditions d'anaérobiose favorisent la germination des spores et donc la production de tétanospasmine qui va pénétrer dans l'organisme. Cette toxine pénètre dans le système nerveux et elle va atteindre les terminaisons nerveuses motrices, sensitives et sympathiques de l'organisme. Et elle va exercer une action inhibitrice des motoneurones alpha. Donc, vous savez que le motoneurone alpha est responsable de la contracture musculaire. Lorsqu'il est inhibé, il s'active d'une manière incessante, ce qui va provoquer une contracture musculaire persistante, ou bien spasme, d'où vient le nom de la toxine tétanospasmine. Il faut savoir que la phase d'incubation de la tétanospasmine, ou bien la période écoulée entre la pénétration de la toxine dans l'organisme et l'apparition de premiers symptômes est en moyenne 10 à 15 jours. Et elle varie de moins de 24 heures à 3 semaines. C'est-à-dire que la tétanospasmine va prendre en moyenne 10 à 15 jours pour s'exprimer. Il faut savoir aussi que plus la durée d'incubation est courte, plus le risque est élevé. Ce qui veut dire que sa brièveté est un élément de mauvais pronostic. Il existe 4 formes cliniques de tétanos. On a le tétanos généralisé, le tétanos localisé, le tétanos céphalique et le tétanos néonatal. Commençons par le tétanos généralisé. Ce tétanos constitue le tableau de description pour cette maladie, c'est-à-dire la forme clinique la plus fréquente, où on va trouver une contracture musculaire généralisée persistante et douloureuse. En ce qui concerne la deuxième forme, qui est le tétanos localisé, cette forme sera limitée aux membres où siège le foyer d'entrée, et elle est de bon pronostic. Mais parfois, il peut se généraliser. Pour la troisième forme, le tétanos céphalique, cette forme fait suite à un traumatisme crânien. Par exemple, une blessure au niveau de la tête, blessure au niveau du cou. Il y aura apparition des symptômes après une courte phase d'incubation de 1 à 2 jours. Donc l'incubation ne va pas prendre beaucoup de temps. Le tétanos céphalique touche le plus souvent le nerf facial. C'est ce qu'on appelle le tétanos céphalique de Rose. Donc le tétanos céphalique survient quand la bacille pénètre par la plaie située à la face dans le territoire dépendant du nerf facial. Mais parfois, le tétanos céphalique peut se généraliser. Passons à la dernière forme, qui est le tétanos néonatal. Ce tétanos apparaît entre le 3e et le 8e jour après la naissance. Cette forme se manifeste au début comme une impossibilité de téter. On peut considérer cette forme comme iatrogène. Le bébé peut contracter le tétanos durant l'accouchement en cas d'asphyxie insuffisante. Cette forme est très grave et souvent mortelle. En cas de survie, des séquelles peuvent persister. D'où l'intérêt de faire une vaccination antitétanique chez la femme enceinte et en âge de procréer, et qui va permettre de protéger le nouveau-né du tétanos néonatal. Revenons maintenant à la forme principale, qui est le tétanos généralisé. Et parlons des différentes atteintes par lesquelles ce tétanos peut être transmis aux malades. Autrement dit, quelles sont les portes d'entrée possibles de tétanospasmine vers l'organisme? Il faut savoir que toutes les blessures et tous les types de plaies peuvent être considérés comme une porte d'entrée possible. On a les plaies souillées, les excoriations liées au jardinage, comme les piqûres de rosier ou pénétration d'une épine de rosier, les excoriations liées aux travaux domestiques, comme pénétration d'une écharde, le fait de marcher sur un clou rouillé, les brûlures, les escarres, les morsures d'animal, les fractures ouvertes, les ulcères
cutanée chronique, les soins dentaires et le tatouage si le matériel utilisé n'est pas bien aseptisé. La question qui se pose, qu'est-ce qu'on peut trouver comme symptômes chez un malade qui a attrapé le tétanos? Les symptômes commencent à apparaître dans la phase d'invasion, qui dure 2 jours. Durant cette phase, le malade peut présenter une gêne à la mastication. Elle évolue vers une contraction des muscles masticateurs, ou bien les masséters. Ces contractions sont permanentes, bilatérales, douloureuses, invincibles, avec impossibilité d'ouvrir la bouche, de mâcher ou de parler. On appelle ça un trismus. Donc, lorsqu'on voit cette contracture des masséters, on dit que le malade a un trismus. Donc, le premier symptôme qui apparaît chez un malade porteur de tétanos, c'est le trismus. Par la suite, cette contracture peut toucher les muscles de la face. Donc, à l'inspection du visage, on voit des rides accentuées, des sourcils foncés, fente palpébrale rétrécie, lèvres serrées. C'est ce qu'on appelle un faciès sardonique. Donc, au début, on a un trismus, ensuite un faciès sardonique. Par la suite, le malade peut avoir une contracture des muscles de cou, une dysphagie. Oui, c'est logique, parce que, comme vous savez, les muscles de la partie avant du cou ont un rôle dans la déglutition. Donc, une contracture des muscles de cou va donner une dysphagie, c'est-à-dire un problème de déglutition. Cette contracture va s'étendre ensuite en muscle abdominal, au trapèze, et elle va s'étendre de plus en plus. Passons maintenant à la phase la plus grave, qui est la phase d'état, où les contractures s'étendent à presque tous les muscles du corps, ce qui va donner des contractures généralisées, donnant au malade une attitude caractéristique. Cette attitude est arquée en arrière. Vous allez voir le membre supérieur en flexion et le membre inférieur en hyperextension. Et quand on allonge le malade sur le dos, il ne repose que par les talons et l'occiput. Cette attitude caractéristique s'appelle l'opistotonus. C'est une attitude caractéristique du tétanos. Ces contractures musculaires peuvent être renforcées, exacerbées d'une façon spontanée ou bien par une stimulation du système nerveux, par la lumière, le bruit, les soins médicaux. Donc il y aura un renforcement des contractures musculaires qui est très douloureux, très tonique, qui pouvant aller jusqu'à la cassure de l'os. On appelle ça des paroxysmes. On peut trouver aussi chez ce malade, dans la phase d'état, un syndrome dysautonomique qui peut aller jusqu'à l'arrêt cardiaque. Ce syndrome se manifeste par des troubles neurovégétatifs, comme des poussées de tension artérielle, des accès de tachycardie, des sueurs profuses, de la fièvre. Le malade peut présenter des périodes d'apnée dues aux contractures de diaphragme et des muscles thoraciques respiratoires, ce qui nécessite par la suite la mise du malade sous intubation ou sous trachéotomie. Voici une astuce pour se rappeler des différents symptômes. Donc, vous allez écrire le mot tétanos. À partir de T, on a le trismus. À partir du A, on a l'apnée. À partir de O, opistotonus. À partir de S, on a le syndrome neurovégétatif et le mot sardonique. Donc, par rapport au faciès sardonique. Question. Le diagnostic du tétanos repose sur quoi? Il faut savoir que le diagnostic de tétanos est purement clinique. Il existe également un test qui s'appelle test de la spatule, qui va nous permettre de confirmer le trismus. Le fait de toucher l'oropharynx avec la spatule provoque chez les patients atteints du tétanos un spasme réflexe de la mâchoire. Le patient, au lieu de présenter un réflexe nauséeux, il va mordre la spatule.